Monsieur le Président, la Commission vous remercie d'avoir accepté de répondre à son invitation. Donc, elle souhaite vous entendre sur votre vision de la prévention des conflits d'intérêts dans les milieux professionnels que vous connaissez bien, donc celui des autorités indépendantes et puis aussi le milieu des entreprises. Et ensuite, après vous avoir entendu une quinzaine de minutes, la Commission vous posera des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, merci de votre invitation. Comme vous le savez, l'autorité que je préside, l'autorité des marchés financiers, n'est pas en charge du bon fonctionnement des entreprises publiques, stricto sensu. Notre cœur de métier, ce sont les sociétés cotées qui font appel à l'épargne, ainsi que ce que l'on appelle les prestataires de services d'investissement, c'est-à-dire toutes les entités qui exercent une activité financière. Mais l'autorité des marchés financiers, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, autorité publique indépendante, expérimente déjà, et ce depuis sa création, des dispositifs internes de prévention des conflits d'intérêts. Et je souhaiterais tout d'abord partager ce que nous avons fait avec vous, en sachant que c'est perfectible. 3 points que je souhaiterais aborder. Premier, c'est les conflits d'intérêts qui peuvent concerner les salariés de l'autorité des marchés financiers. Deuxièmement, celui qui concerne les membres du collège et de la commission des sanctions. Et enfin, compte tenu des responsabilités sur les entreprises que vous avez rappelées, Monsieur le Président, amené à réagir à quelques réflexions sur les entreprises publiques et privées qui peuvent se retrouver cotées. Alors, tout d'abord, il est clair que pour nous, le mélange des genres et le fait qu'il y ait un conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle une personne voit ses intérêts personnels entrer en conflit avec les intérêts dont elle a la charge, est un véritable poison, et que l'AMF, plus que d'autres, doit veiller véritablement à l'impartialité de ses collaborateurs ou celle des membres du collège et de ses commissions. Alors, pour les collaborateurs de l'AMF, je serai bref, parce que je pense que par rapport à d'autres entités administratives, qu'elles soient indépendantes ou non, les règles sont celles qui s'appliquent à ceux qui servent l'intérêt général, c'est-à-dire que le règlement intérieur va de l'interdiction préventive, en l'espèce, celle de posséder un portefeuille d'actifs de valeur mobilière géré en direct, jusqu'à l'obligation de déclarer à son chef de service toute relation personnelle étroite susceptible de positionner un collaborateur en apparence de conflit d'intérêts. Lorsque, par exemple, nous examinons ou nous donnons des agréments à des sociétés de gestion, ou lorsque nous donnons des agréments à un certain nombre de produits d'épargne, chaque dossier fait l'objet d'une double, triple, quadruple vérification tout au long de la chaîne hiérarchique. Il en va de même en ce qui concerne les émissions et le contrôle des sociétés cotées. Je prends un exemple d'actualité. La direction des émetteurs, qui est en charge du dossier LVMH Hermès cette semaine, bien, on veille à ce qu'il y ait l'ensemble de chaînes de responsabilité, qu'il y ait des auditions collectives, que tout soit vu de manière parfaitement collective. Il faut voir que les règles observées lorsqu'un collaborateur quitte l'AMF s'apparentent à celles qui sont empruntées aux agents de la fonction publique et que vous connaissez, et règles de déontologie qui s'appliquent lorsque l'on va dans le secteur privé. Un collaborateur qui aura contrôlé ou surveillé une société sur les 3 dernières années ne peut bien évidemment la rejoindre. Nous avons à l'autorité des marchés financiers un déontologue, qui est un conseiller maître à la Cour des comptes et qui est chargé de veiller au strict respect des règles de déontologie applicables à la gestion des patrimoines financiers de l'ensemble des salariés de l'autorité des marchés financiers. Bien évidemment aussi, les règles instituent, outre l'obligation du secret professionnel, renforcée pour les informations privilégiées, une procédure de déclaration annuelle du patrimoine financier et une limitation, voire l'interdiction de toute opération sur les valeurs détenues.
Alors, qu'en est-il maintenant des membres de la commission des sanctions et du collège de l'autorité des marchés financiers? Les règles de prévention des conflits d'intérêts sont inscrites dans les textes fondateurs de l'autorité, puisque le législateur a d'abord bâti l'autorité des marchés financiers sur des principes d'indépendance à la fois du collège et de la commission des sanctions. Et pour cause, puisque une partie des membres du collège et de la commission des sanctions de l'AMF est issue du monde de la finance et des sociétés. Donc nous devons y faire 2 fois plus attention. C'est un choix d'ailleurs délibéré du législateur, celui de recourir à des experts encore en activité pour nombre d'entre eux. C'est un choix qui, comme tout choix, peut faire l'objet de critiques, mais qui, par rapport au sujet qui nous intéresse, fait que nous devons prévenir les conflits d'intérêts avec beaucoup plus de précaution que dans d'autres cénacles. Nul ne pouvant servir 2 maîtres à la fois, le règlement général prévoit que les intéressés, une fois confirmés dans leur mandat, doivent faire état au président de leur fonction ou mandat dans les 2 dernières années. Lorsqu'un membre du collège détient un portefeuille de titres financiers négociables, il doit confier par mandat à un prestataire extérieur la gestion de son portefeuille. Il y a 3 cas où les membres du collège ou de la commission des sanctions peuvent conserver en direct des instruments financiers. Le premier cas, c'est le portefeuille ne bouge pas de l'entrée en fonction jusqu'à la cessation de fonction. Le deuxième cas, c'est la gestion des actions, des options de souscription ou d'achat d'actions ou de parts de fonds de commun de placement d'épargne dans les entreprises détenues à raison de fonctions ou de mandats exercés dans une société. Nous avons des représentants au collège de sociétés, de choses qui ont souscrit un certain nombre de plans, que ce soit dans des organismes bancaires ou dans des sociétés. Troisième cas, conservation d'une participation détenue en concert avec d'autres investisseurs dans une société avant la nomination au collège. Pour toutes les opérations d'achat ou de vente effectuées dans les seconds ou troisième cas, le membre du collège concerné se doit de vérifier auprès du président que l'AMF ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en cause, et je fais savoir à l'intéressé s'il peut acheter ou vendre à la date prévue après en avoir référé au service compétent. C'est-à-dire qu'il y a donc autorisation du président qui en réfère au service et qui voit, s'il est possible, dans le cadre d'activités d'entreprise ou de PCVM, si l'on peut acheter ou vendre en fonction des périodes et en fonction des informations ou des interventions de l'AMF sur l'entreprise. J'ai, depuis ma prise de fonction, intensifié les déclarations de portefeuille qui me sont remises tous les ans à date fixe par les membres du collège, afin de m'assurer qu'il n'y a pas eu de mouvement non déclaré d'une année à l'autre. Et donc, on veille bien qu'il n'y ait pas eu d'omission d'une année sur l'autre et de faire en sorte que l'on puisse avoir un état comparatif sur plusieurs années, le mandat étant de 5 ans. Par ailleurs, et c'est le second point pour prévenir les conflits d'intérêts, lorsqu'au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, c'est-à-dire d'une commission qui notifie des griefs, ou qui ne notifie pas d'ailleurs, mais qui a à en connaître à la suite d'enquêtes, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre du collège ou de la commission des sanctions constate qu'il ne peut délibérer. Il en informe le président, soit du collège et des commissions spécialisées, qui se trouve être votre serviteur, ou le président de la commission des sanctions. De même, avant de désigner en qualité de rapporteur un membre de la commission des sanctions, le président de la commission des sanctions
s'assure que ce rapporteur ne risque pas de se trouver en conflit d'intérêts compte tenu des personnes faisant l'objet de la procédure. Et sans me substituer au président de la commission des sanctions, je peux vous indiquer qu'il y a des garde-fous, puisque selon, Monsieur le Président, une jurisprudence que vous connaissez bien, une personne mise en cause devant la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers a la possibilité de récuser un membre de cette commission pour qu'il ne délibère pas, ou de récuser le rapporteur pour qu'il renonce à sa charge s'il estime que c'est en contradiction, que cela peut biaiser son jugement. Ces dispositions doivent encore être consolidées, ainsi elles le sont d'ailleurs, le législateur l'a fait récemment dans la loi sécurité bancaire et financière. Partant du principe que la femme de César ne devait pas être soupçonnée, le règlement général vient d'être modifié à la suite de l'adoption de cette loi de régulation afin d'y introduire l'obligation pour tout membre de l'autorité des marchés financiers d'informer le président lorsqu'au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée ou de la commission des sanctions, il constate qu'il ne peut délibérer à raison des intérêts détenus par son conjoint, son partenaire dans le cadre de Pacs, son concubin, ses parents, en ligne directe ou indirecte, ou ses alliés. Alors la question est bien sûr de savoir si ces dispositions sont des garde-fous suffisamment efficaces, s'il y a des marges de progression. Je le pense. Je vais vous en donner quelques exemples. Le président du Collège de l'autorité des marchés financiers que je suis n'est, j'allais dire, responsable que devant le doyen d'âge du collège, membre éminent. Mais si le mandat du président n'est pas renouvelable, ce qui est le cas, est-ce une garantie suffisante? C'est à vous d'en juger, mais en tout cas, la question mérite d'être posée comme pour tout président d'autres autorités administratives indépendantes, puisque j'ai dit que les autres salariés, les membres du collège, eux, savaient exactement à qui ils rapportaient. Le président, lui, doit faire une déclaration au départ au doyen du collège et qui lui dit non. Là, il y a peut-être des marges de progression à opérer. Ensuite, ce système connaît ses limites, puisque lorsque sur les dossiers d'opération les plus complexes et les plus sensibles, une grande partie des professionnels du collège est conflictée, puisque je vous ai dit que la plupart des membres du collège venaient du secteur bancaire et financier. Les décisions les plus délicates sont alors prises, souvent par des non-professionnels qui n'appréhendent pas toujours les tenants et les aboutissants du dossier. Mais d'un autre côté, sur ces dossiers les plus complexes, faisant intervenir une multiplicité d'acteurs, ce qui est souvent le cas de la vie économique et financière, nous nous retrouvons avec des risques de conflit de plus en plus importants. Donc, la question de la composition du collège et du traitement des conflits d'intérêts sur l'efficacité de certaines décisions complexes, à mon avis, se pose. Dans l'autre sens, nous vivons, comme je l'ai décrit, avec un dispositif qui repose toujours sur l'éthique personnelle, celle qui doit amener les membres du collège ou de la commission des sanctions à faire spontanément état d'un possible conflit d'intérêts. Et c'est ce principe de l'éthique personnelle qui fait office de viatique. Est-ce que c'est suffisant? Moi, j'ai demandé aux services qu'ils prennent l'habitude de nous prévenir très en amont des risques de conflit d'intérêts qu'ils sont parfois mieux à même de détecter en instruisant un dossier, par exemple une opération financière dont la banque conseil est l'employeur de l'un des membres du collège, et ils doivent alerter à ce moment-là le président de l'autorité des marchés financiers pour que tel ou tel membre n'ait même pas accès au dossier qui soit communiqué au collège, ce qui jusqu'à présent était le cas, mais pour éviter tout risque et donc demander à ce que ce soit renforcé. Donc voilà ce qui me paraît devoir être amélioré. J'ajoute qu'il y a un dernier point qui me paraît nécessiter amélioration, au vu aussi là, de l'actualité très récente, c'est qu'il me paraîtrait nécessaire qu'avant toute prise de fonction, que ce soit en tant que membre de collège ou du membre de la commission des sanctions, il y ait une déclaration sur l'honneur comme quoi les activités exercées sont bien conformes au cadre légal, réglementaire et ne font pas objet de conflit d'intérêts. Et il serait bon qu'au vu de la déclaration faite par le membre ainsi nommé par différentes autorités de la République,
le président de la commission des sanctions ou le président du collège puisse récuser telle ou telle personne s'il lui apparaît que ce n'est pas en adéquation avec la réglementation, par exemple caressant d'une personne qui détient une société de gestion. Bon, bah, si on s'aperçoit que ça ne l'est pas, autant le savoir dès le début et avoir une possibilité d'intervention. Voilà en ce qui concerne l'autorité des marchés financiers. Alors, qu'en est-il des actions et de ce que nous avons remarqué sur les conflits d'intérêts lorsque nous sommes aux confins des secteurs publics et privés? Il y a possible conflit d'intérêts résultant d'un chevauchement entre activités dans les secteurs publics et privés. Je ne reviens pas sur les commentaires que j'ai faits sur un président d'une grande entreprise publique qui cumulait la présidence de cette entreprise et la présidence d'un conseil de surveillance d'une entreprise privée, les intérêts de l'une et de l'autre entreprise pouvant être antagonistes. Moi, ce cumul m'a paru porteur de 3 risques. Le premier, c'est sur la qualité de l'information financière. Le second, c'est sur la bonne gouvernance. Et bien évidemment, un risque aussi de conflit d'intérêts, parce que s'il y a une opération sur une filiale commune, comment se fait la valorisation, quel est le traitement des actionnaires de part et d'autre, toutes questions qui sont légitimes pour le régulateur des marchés financiers. Ici, celui-ci ne se prononce pas, qui le fera. Mais ce qui est vrai, et ce qui m'a été répondu, c'est que le droit n'avait pas prévu ce cas de cumul, qui n'est donc ni autorisé, ni interdit par les textes en vigueur, et donc là aussi, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, mais je pense que le mieux serait de fixer la règle dans la loi. Il y avait une proposition de loi qui avait été faite à cet égard, je crois, au Sénat en novembre 2009 et qui pouvait répondre à ce type de problème. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer avant de répondre à vos questions. Comme vous le savez mieux que quiconque, en suivant La Rochefoucauld, les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer. Nous devons toujours parfaire nos procédures pour faire mentir cette maxime et toujours distinguer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. La première des réponses, c'est la transparence, et mieux vaut que celle-ci soit strictement définie dans la loi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. J'aurais une première question à vous poser, compte tenu de vos responsabilités à la tête de l'AMF, de votre expérience du secteur public et de votre connaissance du secteur privé. De manière générale, le secteur privé vous semble-t-il plus sensibilisé à la question des conflits d'intérêts et de leur prévention que le secteur public? C'est comme toujours, une question très judicieuse. Il me semble que dans le secteur privé, vous avez une prise de conscience des conflits d'intérêts qui a cru au fil des dernières années. Et il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits sur ce plan en termes de gouvernance d'entreprise. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas qu'il n'en existe pas. Nous faisons des rapports à l'autorité des marchés financiers sur ce que l'on appelle les codes de conduite, parce que beaucoup en ce domaine dépend de l'autorégulation, du code et notamment de la FEP et du MEDEF. Je crois qu'on peut encore réduire ces conflits, notamment en ce qui concerne telle ou telle, la présence de tel ou tel dirigeant, président dans les conseils d'administration. C'est ce que nous regardons de plus près, ce qui doit être peut-être davantage encadré en ce qui concerne notre pays. Mais dans l'ensemble, nous sommes en France aux standards internationaux, voire au-delà dans certains cas par rapport à d'autres pays. Mais il faut continuer à être extrêmement vigilant à cet égard. Et vous avez dans d'autres cas, pour d'autres professions qui interviennent dans le secteur financier, conseil ou autre, vous pouvez vous retrouver avec des risques aussi de conflit d'intérêts. Par rapport au secteur public, je dirais que celui-ci est à la fois plus encadré, mais plus laissé, comme je l'ai dit dans mon intervention, à des sentiments d'éthique personnelle. Il y a parfois un certain flou. Pour être extrêmement clair avec vous, je pense que
et bien encadrer tout ce qui a trait aux relations des fonctionnaires, je précise bien des fonctionnaires, avec le secteur privé, je pense qu'au-delà, on peut peut-être davantage préciser les choses en ce qui concerne d'autres sphères publiques et d'autres sphères de responsables. D'autres sphères que la relation avec le secteur privé. Oui, enfin, non, dans la relation avec le secteur privé, mais c'est plus de nature politique que de nature fonctionnaire à ce moment-là. Parce qu'il me semble que pour les fonctionnaires, quand même, vous avez des commissions de déontologie, alors il faut peut-être renforcer les choses, vous avez quand même une surveillance collective, une pression collective, comme je l'ai dit, qui s'exerce à l'intérieur des institutions, dans les administrations où je suis passé, dans les institutions que j'ai servies. Il m'a semblé que cela existait. Je n'ai jamais remarqué, à mon niveau, de cas qui m'ait choqué. Je pense aussi qu'il y a 20 ou 30 ans, les situations n'étaient pas les mêmes, mais il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif, plus précisément, du dispositif de contrôle du passage du public au privé? Là aussi... Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il n'est pas trop rigide? On entend des points de vue assez contrastés, trop laxistes et trop contraignants. Je ne sais pas si je vais être politiquement correct, mais mon sentiment personnel, pour l'avoir vécu de près, est qu'il est parfois rigide, bien que des assouplissements aient été effectués, qu'il a été plus rigide pour les fonctionnaires que pour les entourages ministériels, pour être clair avec vous, et je suis objectif, j'ai fait les deux dans ma vie professionnelle. Par conséquent, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quand même quelques différences dans ce système. Deuxièmement, efficace, oui. Ce qui me surprend toujours un peu, mais peut-être là suis-je moins objectif, c'est qu'il y a des cas où l'efficacité me paraît être très grande pour les fonctions à haute responsabilité publique, je parle toujours des agents de l'État, et peut-être moins dans ce que l'on appelle dans ce qu'est le management moyen pour des postes dits subalternes. Or, l'administration fonctionne quand même, et dans ses relations aussi avec le secteur privé, ce sont les gens qui ont en charge très directement un secteur, qui sont le plus à même d'avoir des contacts avec le secteur privé. Si je reprends c'est pas forcément le directeur d'une administration centrale, ce ne sont pas forcément les chefs de service. Je veux dire que le chef de bureau ou telle personne qui est inspecteur a autant de relations avec le secteur privé, voire davantage que celui qui est au sommet de la hiérarchie. Or, le système est conçu de telle manière, et c'est assez logique, que la suspicion est d'autant plus grande que vous êtes plus élevé dans la hiérarchie. Si vous me demandez une réponse sincère et personnelle, je ne suis pas toujours sûr que là, les mailles du filet soient suffisamment grandes. Il me paraîtrait mieux, de ce point de vue-là, de regarder aussi des systèmes anglo-saxons où vous avez une période d'abstinence, d'abstention, d'enseignement, de services associatifs, et où après vous pouvez rejoindre le privé. Je ne crois pas que ce soit la durée de l'abstention qui soit le meilleur critère de la prévention de la gestion des conflits d'intérêts. Il faut un temps de latence entre des responsabilités publiques ou privées, mais il faut, comme dans tous les pays, qu'il y ait aussi des passages entre le public et le privé. Et des temps de respiration, d'une part, parce que l'État ne peut pas, à tout moment, offrir les responsabilités à ses fonctionnaires qu'il souhaiterait ou qu'il mériterait. Monsieur le Président, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit lorsque vous avez évoqué une efficacité plus grande pour les postes de haute responsabilité, une efficacité moindre pour le management intermédiaire. Quel est le critère de l'efficacité? Ça veut dire que le contrôle déontologique est plus contraignant? Oui,
sur les pour postes l'espace de haute responsabilité de l'administration. de l'administration. Oui, de l'administration. Je suis extrêmement clair avec vous. Oui, Pour les hauts fonctionnaires, ce qu'on Voilà. appelle, c'est là où je ne suis pas politiquement correct, mais je parle de, vous m'avez invité aussi pour partager mon expérience professionnelle Exactement. et ce que j'ai vécu, que pour certaines personnes qui se trouvent en charge de telle ou telle activité financière, si on est au ministère des Finances, de tel à tel marché, si on est au ministère de la Défense, de tel ou tel dossier, si on est dans le domaine fiscal, pour vous parler clair. Et donc, l'efficacité, l'aune de l'efficacité, c'est le degré de contrainte. Oui, c'est l'aune de l'efficacité, pardon, Monsieur le Président, c'est le degré de contrainte. D'accord. D'accord. Et si vous vouliez, si vous pouviez le faire évoluer, ce mécanisme de contrôle du passage du public au privé, qu'est-ce que vous mettriez en avant parmi les premières mesures ou les premières propositions? Non, moi je crois qu'il faut véritablement, je comprends que ce soit le cas, ne pas se polariser, je veux dire, uniquement sur les fonctions qui ont le plus de responsabilités. Il faut vraiment regarder au cas par cas quelles ont été les responsabilités réelles sur telle ou telle sphère du secteur privé. Et je trouve, dans certains cas, qu'il y a une appréciation qui n'est pas assez concrète, qui n'est pas assez exacte. J'ai scrupule à dire cela devant vous, mais c'est parfois une appréciation qui me paraît trop formaliste. La forme est importante, le jeu. Ce qui est important, c'est, je crois, là-dessus, je suis assez les règles de déontologie qui peuvent exister dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que vous regardez concrètement s'il y a eu intervention, si vous devez connaître, vous devez fournir une liste d'entreprises, une liste de gens avec qui vous avez été en contact. Est-ce que vous avez fait telle ou telle chose? Est-ce que vous avez eu à connaître, à prendre des décisions sur X ou Y à un certain moment? C'est ça, ça me paraît devoir être plus pragmatique et plus à entrer dans la réalité vraiment du terrain. À quel moment, quelle que soit votre responsabilité, avez-vous eu à connaître de telle ou telle affaire et de tel ou tel secteur? Voilà. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais tout ça résulte sans doute de la rédaction de la loi. La loi crée un délit obstacle qui permet d'appréhender une situation objective. Il suffit d'avoir été en capacité d'exercer une surveillance ou un contrôle pour se retrouver en situation de prise illégale d'intérêt. C'est notre loi. Donc, si je comprends bien, vous seriez plutôt partisan vous-même d'une approche concrète. D'une approche concrète, je le dis très franchement, parce que la capacité n'est pas tout. Et vous ne pouvez pas tout réduire à la capacité. Et de ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle, je n'ai pas toujours eu le sentiment qu'être en capacité suffisait à démontrer l'existence ou la non-existence de conflits d'intérêts. Et en tout cas, j'ai vu des cas où il y a eu capacité ou possibilité d'intervenir, des cas de détachement qui m'ont surpris, de détachement, je m'entends, non pas administratif, je fais très attention ici, mais de mise à disposition ou d'aller dans le secteur privé, alors que franchement, moi, je ne l'aurais pas autorisé. D'accord. Bien, Monsieur le Premier Président. Oui, sur les membres du collège et sur notamment la gestion de portefeuille d'actions que peuvent détenir des membres du collège, là. Vous avez noté quelques exceptions au principe du mandat de gestion. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même un bon principe de précaution que de faire en sorte que quand on est dans ce type d'institution, il vaut mieux se dégager en fait de toute responsabilité de gestion de son propre portefeuille et qu'à ce moment-là, le principe devrait être intangible. On est membre du collège, on fait, comme c'est recommandé au ministre, un mandat de gestion. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Premier Président. Ça me paraît, le mandat de gestion me paraît être la technique la plus objective. C'est d'ailleurs celle que nous recommandons aux responsables d'entreprise. Les dirigeants d'entreprise sont les premières personnes qui peuvent avoir des conflits d'intérêts ou, comme l'on dit dans notre vocable, être initiés. Pour éviter cela, ce que nous recommandons, c'est d'avoir des mandats de gestion assez stricts. Je pense
qu'en ce qui concerne l'autorité des marchés financiers et les membres du collège ou de la commission des sanctions devraient systématiser le mandat de gestion. Mais pourquoi il y a ces exceptions? J'en reviens à ça. C'est dans quel texte exactement? C'est dans la loi ou dans un... Comment? C'est dans le règlement général. C'est dans le règlement général. Donc il pourrait être modifié par... Il pourrait être modifié, oui, mais à mon avis, c'est également, il découle de la loi. Donc je répondrai par écrit plus précisément à votre question en ce qui concerne l'articulation entre la loi et le règlement général. Ce que je veux vous dire là, c'est que dans certains cas, le problème, c'est de savoir si nous voulons des membres en activité ou si nous voulons des personnes qui soient retirées d'un certain nombre d'entreprises. Quand vous êtes en activité dans une entreprise, et nous avons des membres du collège ou de la commission des sanctions qui sont dans cette situation-là, vous avez des plans d'épargne d'entreprise, vous avez des plans d'intéressement, vous avez des plans... Là, c'est de la gestion qui, je le crois, est par nature assez individuelle, où la personne regarde comment elle doit se comporter par rapport à ses titres. Alors vous me direz que l'on peut, comme les dirigeants d'entreprise qui retrouvent eux aussi, pour les cadres dirigeants qui se retrouveraient au collège ou à la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, envisager une systématisation des mandats de gestion. Ça, nous allons creuser cette piste avec le secrétaire général. Il semble que dans la jurisprudence du Conseil d'État, il y a eu des décisions d'annulation. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs à la suite de décisions, voilà. c'est à la suite de décisions d'annulation, n'est-ce pas, de décisions qui ont été prises par la commission des sanctions. Justement, sur le principe d'impartialité, sur la base du principe d'impartialité, qu'a été créée donc, par la loi cette possibilité de récusation par une personne donc, renvoyée devant la commission des sanctions, possibilité de récuser un des membres de la dite commission pour permettre de purger. Ça, la loi a été modifiée postérieurement. La loi a été modifiée. C'est la jurisprudence du Conseil d'État qui a fait ça, voilà. 2007 ou 2008. Voilà. Il y a plusieurs décisions. Oui, il y a plusieurs. C'est une nouvelle application, j'allais dire, du principe d'impartialité par la jurisprudence administrative. Mais il fallait en tirer des conséquences. Il fallait en tirer des conséquences, parce que le nombre des recours, dit de M. Majani, le nombre des recours, notamment sur le plan judiciaire et tout ça, croissait pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là, donc il fallait en tirer les conséquences. Oui, j'aurais des questions peut-être sur le fait que le président Jouyet a également été ministre. Peut-être qu'on peut l'interroger aussi sur... Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous voyez, en effet, que vous connaissez, puisque vous avez été effectivement ministre, vous avez donc vu et utilisé le dispositif qui est imposé au ministre sur le plan des déclarations, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un système suffisant ou est-ce que vous voyez au contraire des manques, des choses susceptibles d'être améliorées? C'était simplement... Alors, ce qui me paraît avoir été bien renforcé ces dernières années et sur lequel il ne faut aucune vraiment infection, il faut être d'une extrême sévérité, c'est tout ce qui a trait à la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine me paraît bien faite, il faut qu'elle soit vérifiée systématiquement. Ce qui m'a surpris, c'est que l'on fait ça à l'entrée, à la sortie des fonctions, mais j'allais dire, je vous ai dit qu'à l'autorité des marchés financiers, je demandais à ce qu'on me donne les renseignements année par année. Et je me demande si, pour les responsables ministériels, il ne faudrait pas non plus savoir ce qui se passe année par année, qu'il y ait un bilan qui soit fait, que l'exactitude soit vérifiée. Je ne citerai, vous le comprendrez aisément, aucun cas. Mais j'ai été surpris, au vu de ce que j'ai vécu dans mon expérience ministérielle, de voir qu'il pouvait y avoir des inexactitudes, mensonges, caractère incomplet de déclaration de patrimoine. Ça, c'est une chose qui ne doit pas exister. Là, il y a une faille. Ça ne doit pas exister. Ça, c'est le premier point. Le second point qui me paraît également important
et de prendre en compte parfois la nature des fonctions par rapport à ce que vous exercez comme responsabilité. Vous devez, en ce qui concerne l'économie, finance, être 2 fois plus prudent. J'ai connu le Quai d'Orsay, vous êtes moins sensible quand vous êtes au Quai d'Orsay, moins au contact. Bon, donc il faut aussi tenir compte sans doute davantage de ce que sont les responsabilités ministérielles. Enfin, je vous l'ai dit, je crois qu'il y a eu des progrès de fait, mais il y a tout ce qui a trait aux entourages ministériels. Et ça, à mon avis, dans le cadre des travaux que vous menez, vous avez à regarder, et il y a une zone qui me paraît assez grise, qui doit être davantage. Donc, je crois vraiment qu'il faut... la zone grise, pour vous, c'est quoi? Sur les cabinets, oui, pas les je reprends mon... C'est quoi un entourage ministériel? L'entourage ministériel sont les cabinets. Oui. Donc, je suis extrêmement clair, mais pas les directeurs de cabinet. C'est là où je reprends mon exemple de tout à l'heure. C'est pas le directeur, il doit être plus insolent que d'autres, celui qui dirige un cabinet, mais c'est les membres de cabinet, c'est tout ce qui se passe dans le cabinet. Je crois que là, il faut véritablement qu'il y ait une codification des responsabilités, des patrimoines, de choses comme ça. Moi, c'est des gens qui participent directement à l'exercice du pouvoir, à la définition de règles, de principes qui ont une influence certaine sur le cours des activités publiques, et par conséquent, ça me paraît devoir être beaucoup mieux défini. Et je vous le dis, d'autant plus objectivement que j'ai exercé ces fonctions. En ce qui concerne la gestion du patrimoine des ministres, qu'est-ce que vous pensez des règles aujourd'hui applicables, et est-ce qu'elles ne devraient pas être améliorées? Je ne parle pas de la déclaration d'entrée et de sortie. Si, je crois qu'il faut beaucoup plus de transparence. Moi, je vous ai cité les dispositions qui avaient trait à l'autorité des marchés financiers, où on dit qu'il faut regarder quels sont les intérêts des époux, partenaires, concubins, parents. Alors là, autant il est normal que ça s'applique à l'autorité des marchés financiers, autant il me paraîtrait normal que ça s'applique au ministre, très franchement. Voilà ce qui me paraîtrait normal de regarder. C'est-à-dire que vous seriez favorable à ce qu'il n'y ait pas seulement une déclaration de patrimoine, mais qu'il puisse y avoir une déclaration d'intérêt. D'intérêt, voilà. Et que ça concerne pas seulement le ministre, mais également son entourage, alors jusqu'où? Oui, conjoint, mais enfant, moi je parents, vous prends la disposition qui vient d'être adoptée par le Parlement en ce qui concerne l'institution que je préside. Si le Parlement l'a créée, et je trouve que c'est une bonne disposition, je crois qu'elle doit être possible pour éviter tout soupçon sur, je reprends le terme du premier président de la Cour des comptes, qui est très juste, une déclaration d'intérêt. Et ce que je veux dire, que la déclaration d'intérêt, elle devrait être actualisée. Je dois dire, ça doit être vu systématiquement. Et vous devez faire des points, à mon avis, périodiques. C'est ce que je souhaiterais dire annuel, voilà, pour être encore plus clair avec vous. Donc ça vient d'être voté par le Parlement pour l'AMF. Voilà. À la fois donc le collège, la commission des sanctions, exactement. Et les formations et les formations spécialisées, c'est-à-dire celles qui ont... Et dans le domaine politique, certes, l'autorité des marchés financiers prend des décisions très importantes, directement au cœur de l'activité économique, mais la décision politique, elle est également très très forte. Et bon, après, vous pouvez... Alors jusqu'à quel niveau iriez-vous en ce qui concerne des personnes qui ont des intérêts qui peuvent ou qui doivent être déclarés par le ministre? Le conjoint, enfin conjoint, partenaire, concubin, les enfants majeurs, parents, les ascendants s'ils sont actifs. Les ascendants s'ils sont actifs, oui, il faut je crois qu'il faut avoir cette vision-là, donc la vision. Moi, écoutez, je m'inspire de ce qui a été voté par le Parlement en ce qui concerne l'institution. Et au-delà,
Donc là, alors après, c'est assez difficile parce que vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait effectivement que vous ayez des liens, qu'il y ait des informations, que vous sortiez, qu'il y ait des choses. Je crois qu'il faut faire attention. Il faut qu'il y ait aussi... On peut dire que les liens amicaux peuvent être parfois beaucoup plus étroits que les liens familiaux. Mais je vous suis, Monsieur le Président, c'est exact. Mais il faut, si l'on estime, là je parle devant des représentants de haute juridiction et qui sont beaucoup plus savants que moi, mais je reviens à un socle qui doit être celui que j'ai décrit et renforcé, et vous devez, si vous avez un examen de situation de cette déclaration d'intérêt année par année, dire à M. Jouyet, mais vous connaissez bien également monsieur ou madame Intel, et lui demander pourquoi, si ça n'a pas pesé dans telle ou telle chose. Il faut qu'il y ait cette possibilité à un moment de démarche active qui est peut-être au-delà de ce que vous dites. Puis après, c'est à la personne d'agir. Et pour vous, quelle publicité il devrait y avoir de cette déclaration d'intérêt? Et puis, qu'est-ce que cette déclaration doit englober? Bon, dans les auditions que nous pouvons faire, certains vont jusqu'à demander que les convictions philosophiques, religieuses, apparaissent également dans une déclaration d'intérêt. Quel est votre sentiment? Non. Enfin, moi, je donne mon sentiment personnel et qu'il faut s'arrêter à la notion d'intérêt financier, pécuniaire. J'inclus bien évidemment, mais ça je pense que c'est déjà fait, ce qui peut être avantage en nature, ce qui doit tarifer, ce qui... Je crois qu'il faut qu'il y ait une transparence qui soit assez large et voilà, des ratifications avantage en nature, mais c'est devant une commission, c'est accessible au public ou rendu complètement public? C'est une très bonne question. Je crois qu'alors là, je reprends l'autorité des marchés financiers et la commission des sanctions. Deux stades. Le premier, c'est que je crois qu'on doit en rendre compte, par exemple, à une commission telle que la vôtre, ou à des hauts responsables de juridiction qui regardent cela. Après, c'est à eux de considérer, en fonction des avertissements, des choses, ce qui doit être public ou non. Moi, ce que je vois, c'est que la publicité à l'autorité des marchés financiers est un élément de la sanction. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, une fois qu'on a rendu compte à la commission qui vous paraît entraîner de grief, pour vous essayer de... Il ne me paraît pas normal que ce soit rendu public, il n'y a aucune raison de savoir qui, ce qu'on fait et tout. S'il y a des éléments qui m'inquiètent, c'est à vous, je m'excuse de dire ça, puisque vous êtes la première commission en charge de cela, de dire c'est rendu public. La publicité est un élément de la sanction. Dernier point pour votre information, le législateur accroît aujourd'hui la publicité des sanctions. Auparavant, il y avait un pouvoir discrétionnaire laissé au président de la commission des sanctions de rendre public ou de ne pas rendre public les sanctions. Aujourd'hui, la tendance est la publicité des sanctions est la règle, le fait que cela reste confidentiel, l'exception. Ça me paraît être de bons principes dès lors que l'on a des griefs, de bons principes à appliquer dans d'autres domaines. Voilà ce que je peux vous répondre. Très bien. Ça vaudrait donc pour les ministres. Vous êtes donc en faveur d'un dispositif de régulation des déclarations d'intérêt, oui. Une autorité de contrôle qui vérifie, qui détecte s'il y a des conflits d'intérêts potentiels ou pas, qui pourraient être aussi saisis par le public ou... Il faut faire attention entre, là aussi, de ne pas stigmatiser, parce que la France a la chance d'avoir, je crois, une classe politique dans l'ensemble de qualité, de ne pas décourager différentes personnalités venues d'horizons diverses, de s'orienter vers la carrière publique et politique. Que cette commission puisse répondre à telle ou telle interrogation de personnes comme
à l'autorité des marchés financiers, je réponds à telle ou telle question, on me signale telle ou telle fait, d'accord. Mais que l'on puisse livrer à la vindicte tout ça des responsables politiques en fonction de telle ou telle humeur publique, là je ferai attention. Parce que là, moi, je suis par tempérament très, très prudent. C'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout de rendre public des éléments, j'allais dire, très personnels tels que le patrimoine. Il s'agirait en fait de rendre public les mandats, les fonctions, oui, les employeurs, les activités, sans nécessairement d'ailleurs donner les noms des proches, mais tout simplement de porter à la connaissance directement ou indirectement du public un certain nombre de liens entre le membre du gouvernement et divers intérêts privés. Oui, non mais ça me paraît sain, Monsieur le Président, ça me paraît bien, mais nous étions mal compris, j'avais cru à un moment que c'était le public, l'opinion, l'individu qui pouvait dire je demande à ce qu'il y ait vraiment que vous intéressiez au cas de M. Jouyet et que M. Jouyet soit livré sur voiture sur la place publique. Je dirais à partir de ce moment-là, il faut faire attention à ne pas aller trop loin parce qu'on découragerait les volontaires. Ça dépend aussi de la classe politique que l'on souhaite avoir. Quels que soient les garde-fous, bon, il en faut le maximum, mais je crois que de le rendre public, moi, me paraît suffisamment dissuasif. Enfin, moi, très franchement, je vous le dis, au vu de ce que mon expérience à l'autorité des marchés financiers, on a relevé, comme vous le savez, le seuil des sanctions. À un certain moment, sur de grandes affaires, c'est pas le montant de l'amende qui va faire le plus peur, c'est la publicité, c'est le fait de le faire savoir, c'est ça qui est le plus dissuasif. Voilà. Et donc vous admettriez, je vais être tout à fait au clair, vous admettriez qu'on puisse rendre public la déclaration? Oui, si vous estimez, si vous l'estimez nécessaire, ce serait clair, avec les précautions que vous avez indiquées. Oui. Voilà. Après, sur le suivi de cette déclaration, sur les manquements que vous auriez remarqués, il faudrait pour moi qu'il y ait manquements, griefs, je le répète, comme ça, ou éléments qui soient sanctionnables pour que soit saisir les autorités judiciaires, ce que l'on peut concevoir, ce que fait également, comme le sait très bien le président Magendie, l'autorité des marchés financiers, qui le fait parfois et qui transfère au pénal, et deuxièmement, rendre public si on estime qu'il n'y a pas des faits qui relèvent de la justice pénale, mais qui relèvent malgré tout d'un certain comportement public. Dernière question, là on a parlé d'une possible déclaration d'intérêt donc pour les ministres. On a parlé aussi de la situation des entourages ministériels qui méritent une attention particulière. Je retiens bien ce que vous avez utilisé comme expression, une zone grise. Donc il y a des mesures à prendre. Elles seraient de quelle nature? Et au-delà, jusqu'où faut-il mettre en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts dans la haute fonction publique? Mais vous employez le terme haute fonction publique. Lorsque vous êtes dans un cabinet ministériel, vous pouvez être de la fonction publique ou pas de la fonction publique. Des cabinets ministériels, et puis après, il y a... Oui, mais je crois qu'il faut... Je crois qu'il serait assez normal que l'on indique quels sont ces états patrimoniaux, ces intérêts. Même lorsque vous êtes au service d'un ministre, dans un cabinet, qu'on sache quel lien vous avez avec telle chose, quels ont été vos emplois. D'ailleurs, ce que je dis est assez évident, parce qu'il suffit que vous ouvriez quelques, j'allais dire, bulletins quotidiens et autres pour savoir très vite de quoi. Donc, il suffit là aussi de mettre en accord le droit avec les faits. Et je crois que sur les entourages ministériels, sur le jeu, pour aussi les parlementaires d'ailleurs, ça me paraîtrait être normal. Je crois que c'est une tendance qui est de toute façon irrépressible maintenant. Et pour les hauts fonctionnaires, au-delà des cabinets, est-ce que des démarches de cette nature vous paraissent pertinentes? Je crois qu'à partir de... Oui, parce que je crois que vous ne pourrez pas, aux yeux des citoyens, faire, et qu'ils soient sains,
de faire une distinction entre les grands responsables publics, qu'ils exercent ou non des responsabilités politiques. Il faut que ce soit l'ensemble. Et d'ailleurs, très franchement, je ne pense pas que les politiques l'accepteraient non plus. Donc autant... En 1988, le Parlement a voté une loi sur la transparence financière de la vie politique qui impose la déclaration de patrimoine, en réalité au personnel politique, gouvernement, parlement, élus locaux, responsables des entreprises publiques, mais à l'exclusion totale de la fonction publique. C'était en 1988. Oui, mais nous sommes en 2010. Je l'ai bien noté. Voilà. Merci. Oui. Oui, encore un petit point sur le régime des incompatibilités des ministres. Bon, il y a la Constitution qui prévoit l'interdiction de toute activité professionnelle avec les ministres. Alors, est parfois évoqué dans les conflits d'intérêts à l'intérieur du public, un conflit d'intérêts possible entre l'intérêt national de l'État, l'intérêt local. Donc avec la question qui peut se poser d'un conflit d'intérêts possible donc, entre une fonction gouvernementale et une fonction exécutive locale, voire même avec des fonctions de responsabilité dans des associations, bon, voire des partis politiques. Hein, certains estiment. Quel est votre sentiment aussi? Est-ce qu'il faut durcir le régime des incompatibilités s'agissant des ministres? Je crois qu'il est bon et sain pour la démocratie que les ministres, et j'en ai tiré les conclusions, aient des ancrages locaux ou qu'il y ait quand même une connaissance de la réalité citoyenne de notre pays. Donc, je suis pour la limitation des mandats, je suis pour qu'on ne cumule pas. Ce que je remarque, c'est que dans un certain nombre d'autres démocraties européennes ou occidentales, mettant un peu occupées d'affaires européennes, vous avez des régimes de limitation de cumul de mandats qui sont plus forts que ce qui existe dans notre pays. Donc je crois que la bonne raison, la sagesse, voudrait que l'on s'oriente dans ce sens. Et que cela déjà éliminerait les conflits d'intérêts. Pour le reste, par rapport aux fonctions partisanes, les seules fonctions me paraissant poser problème et nécessitant une attention toute particulière sont celles de trésorier de parti. Le reste, voilà, c'est différent. On peut être donc responsable d'un parti politique, selon vous, et être membre du gouvernement. Oui, ça ne me paraît pas... je remarque que dans les autres démocraties européennes, vous l'êtes moins souvent et que le responsable du parti politique n'est pas au gouvernement. Vous avez été directeur de cabinet d'un Premier ministre qui n'avait pas souhaité. Oui, mais c'était une bonne chose et il s'en est bien porté, et son successeur aussi d'ailleurs. Donc, je parle à la tête du parti, non pas le Premier ministre. Mais sérieusement, je crois, là je dépasse un peu mes compétences et je m'en excuse, que au mieux effectivement, si l'on regarde les autres démocraties européennes, limiter là aussi ces cumuls. Mais vous n'empêcherez pas que, quel que soit là le formalisme, il y ait un lien très fort entre le responsable gouvernemental et l'organisation du parti dont il est issu, quel qu'il soit. Et donc il y a une certaine logique aussi de la Ve République, mais là je vous laisse toute la sagesse des présidents, ça dépasse ma condition. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.